Bienvenue dans votre magazine. S'il fallait encore le rappeler, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Il tombe donc sous le coup de la loi. C'est pourtant bien un déferlement d'insultes racistes que le maire de Saint-Denis a pris de plein fouet dès le lendemain de son élection au premier tour. Bali Bagayoko, humilié jusque sur le plateau d'une chaîne de télévision, il a depuis porté plainte. Et le parquet de Paris a ouvert deux enquêtes, l'une pour injure publique, l'autre pour cyberharcèlement en raison de la couleur de peau. Je vous propose de l'écouter dans un premier temps et on fera ensuite réagir notre invité Rokhaya Diallo. Ça dit aussi des choses et ça confirme le fait que nous sommes dans une société de plus en plus raciste. J'entends par là le racisme qui est plus affirmé et qui est quasi débridé. C'est-à-dire que là où il y a quelques années, certains tenants de courants racistes pouvaient encore se cacher, aujourd'hui ce n'est plus permis, ils sont clairement en roue libre. Et ils assument leur ligne raciste, y compris sur des plateaux TV. Et bonjour à vous, Rokhaya Diallo. Bonjour. Vous êtes journaliste, autrice de Comment parler du racisme aux enfants, aux éditions Pas que pour du beurre. Vous êtes aussi créatrice du podcast En bonne voie. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions sur France 24. On vient d'entendre ensemble à l'instant le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, qui affirme que donc, ce racisme est de plus en plus affirmé, débridé. C'est aussi le constat que vous faites ? Je pense surtout que le racisme aujourd'hui s'exprime de manière très très visible parce que Bali Bagayoko, avec d'autres, incarne l'arrivée de personnes noires, de personnes non blanches à des fonctions où on ne les attendait pas. Et je pense que la réaction à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est une forme de panique identitaire qui fait écho à une angoisse profonde de voir la France telle qu'elle est, en fait, avec sa pluralité, avec des personnes qui sont d'origines diverses, qui peuvent effectivement arriver à des fonctions qui les mènent à l'administration de ville, comme c'est le cas de Bali Bagayoko, mais de beaucoup d'autres qui ont été élus entre le 15 et le 22 mars en France, notamment en banlieue parisienne, mais pas uniquement. Donc c'est précisément parce qu'il incarne ce qu'il incarne aujourd'hui, somme toute le résultat d'un parcours tout à fait républicain, et c'est aussi la République qui permet ce type de parcours et de réussite. C'est ça aujourd'hui qui est rejeté par ces racistes, on va les nommer comme ça. Ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a été élu local pendant 20 ans, qui a eu des fonctions, qui est très très connu dans sa ville, qui a été entraîneur de basket, qui par ailleurs est cadre dans une entreprise publique, donc un parcours assez exemplaire et qui arrive à la mairie finalement à 52 ans, sans surprise, puisqu'en fait il s'est investi dans la ville depuis très longtemps. Et je pense qu'il rend visible des personnes qui ne sont pas visibilisées par les médias. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on ne s'est pas vraiment intéressé à sa campagne et qu'il est devenu intéressant pour beaucoup de personnes qui ont fait la couverture médiatique dès lors qu'il a été exposé à des insultes, à des injures. Et c'est malheureux parce qu'on a l'impression que cette ascension s'est faite dans le silence et que finalement, il n'est devenu visible que dans ces insultes. Mais en réalité, c'est le vécu de nombreuses personnes en France qui n'ont pas la visibilité dont ils disposent et qui, parce qu'elles sont à une place qui n'est pas considérée comme étant la leur, sont insultées, sont menacées, sont renvoyées à des origines qui sont réelles ou supposées parce que certains considèrent que la France doit rester blanche et que les personnes qui la dirigent politiquement, institutionnellement, doivent rester des personnes blanches. Et c'est ça dont il fait l'expérience et à quoi nous assistons aujourd'hui. Il s'est posé comme héritier de cette immigration en France. D'autres élus ont aussi vécu sensiblement la même chose et ces attaques racistes. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a parlé d'une nouvelle France. Est-ce que c'est une formule, vous, que vous reprendriez, Nouvelle France ou France tout court, qui se révèle aujourd'hui sur ce devant de cette scène politique? J'entends ce qu'il veut dire par là. Ce qu'il veut dire, c'est que la France d'aujourd'hui n'est pas celle du début de la Ve République à la fin des années 50, quand De Gaulle a fondé justement cette nouvelle constitution. La France était très très différente. Après, je pense que parler de nouvelle France, c'est le risque aussi d'enfermer les personnes qui sont notamment héritières de l'immigration dans une forme de nouveauté permanente. C'est-à-dire que Bali Bagayoko a 50 ans, certains sont les petits-enfants d'immigrés, il se trouve qu'ils ne sont pas blancs, mais c'est pas nouveau en France. Moi, du fait de la colonisation, mon grand-père était français, était fonctionnaire de la République. Donc je trouve que dans l'idée de la nouveauté, il y a aussi peut-être ce danger d'enfermer tout le temps les personnes qui sont issues de l'immigration dans la jeunesse, dans l'éternelle jeunesse et dans l'éternelle nouveauté. Donc c'est pas forcément un terme que je reprendrai à mon compte. Il a aussi, alors on parle beaucoup de lui, mais c'est parce que votre regard aussi nous importe, il a aussi dénoncé ces réactions tardives. C'est vrai que les condamnations n'ont pas été unanimes et sont arrivées assez tard. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous comprenez aussi à travers votre propre
expérience? Je dois vous dire très sincèrement, je suis très scandalisée par le peu de réactions qu'il y a eu. Les seules personnes du gouvernement qui ont réagi l'ont fait parce qu'on leur a posé la question. Elles ne l'ont pas fait spontanément. On a Et interpellé beaucoup aussi, notamment sur les réseaux sociaux. Tout à fait. On a en France une ministre qui est en charge de la lutte contre la discrimination qui s'appelle Aurore Berger. Elle n'a jamais pris la parole sur le sujet du racisme qui s'est déployé. Le président de la République, lorsqu'on lui a posé la question, a fait dire par son entourage qu'il condamnait toutes les discriminations de manière générale, mais sans précisément dire qu'il condamnait ce qui s'est produit cette semaine avec des insultes, des comparaisons quand même à des singes, à des primates, à des chefs de tribu. C'est ça qui s'est produit cette semaine. Et en fait, alors que notre président de la République, Emmanuel Macron, est quand même assez prompt à s'exprimer pour un oui ou pour un non, et bien là, on ne l'a pas entendu. Donc non, moi, je trouve que ces élus, parce qu'on peut parler de Bali Bagayoko, mais plusieurs députés, Ali Diawara, Nadège Aboumangoli et Carlos Martins Bilongo, ont reçu des courriers. On leur disait que leur place était aux eaux. Et je trouve qu'il n'y a pas eu de réaction et c'est très, très inquiétant pour notre République. Et appeler aujourd'hui à la fermeture d'une chaîne comme CNews, vous pensez que ça enrayera cette parole raciste? Est-ce que ça viendrait de là, la solution? Qu'est-ce que ça changerait concrètement? CNews, c'est une chaîne qui est financée par un milliardaire qui a un projet politique très clair, qui est celui de faire avancer les idées d'extrême droite en France. C'est complètement assumé. Et il se trouve que CNews dispose d'un canal public qui lui est confié par l'Arcom. Et le canal qui lui a été conféré, c'est un canal destiné à une chaîne d'information. Or, aujourd'hui, CNews ne remplit pas son rôle de chaîne d'information. C'est-à-dire que si vous regardez CNews, vous ne pouvez pas accéder à une information pondérée, une information équilibrée, une information plurielle. Ce que vous avez, c'est une succession de plateaux, quasiment sans reportage, qui donnent des opinions d'extrême droite sur l'actualité avec un prisme très particulier. C'est-à-dire que sur une année, le nombre de fois où des débats portent sur l'islam ou l'immigration est disproportionné. Ce sont des centaines de débats sur ce sujet. Donc j'estime que, en tout cas, le canal qui est à la disposition aujourd'hui de CNews est utilisé pour un autre projet que celui de l'information. On va s'arrêter sur votre cas à vous, et c'est avec votre feu vert et votre autorisation qu'on a ressorti une caricature publiée dans le journal satirique Charlie Hebdo, La Voici, de Rokhaya Diallo Show. Comment est-ce que vous l'aviez vécu à ce moment-là, cette image ? Alors j'étais stupéfaite, c'est-à-dire que je ne m'imaginais pas aujourd'hui, en étant une femme noire dans l'espace public depuis une quinzaine d'années, que des personnes, en raison d'une opposition idéologique tout à fait légitime, me dépeindraient avec une ceinture de banane. Et je trouve qu'on est vraiment dans un écho avec ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que toute personne noire qui s'exprime dans l'espace public français est systématiquement renvoyée à ces images forgées par un racisme primaire. Donc les singes, le zoo, les bananes. Et là, de me voir à moitié nue, dansant sur une scène avec une ceinture de banane, avec une pseudo-référence à Joséphine Baker, mais une référence qui est vraiment humiliante, je trouve, pour la femme qu'elle était, eh bien, c'est une manière de me remettre à ma place et de me dire que je ne suis pas légitime pour débattre, mais que je ne suis qu'une personne qui a, comme ça, une allure un peu simiesque et qui, finalement, est proche de ces primates que l'on associait à mes ancêtres colonisés. Ils sont peu nombreux aujourd'hui, celles et ceux qui combattent réellement le racisme en France. Ils sont très nombreux, mais très peu visibles. Ce que je regrette, c'est que je pense qu'effectivement, je suis une des rares femmes noires présentes de Parce manière... qu'on vous entend souvent sur ces questions-là, oui. Oui, mais je pense qu'on est... Ça amène aussi toute la violence qui accompagne ce combat. Oui, il y a cette violence et puis surtout le sentiment de solitude dans l'espace public, alors qu'en réalité, les gens sont là. Ils sont nombreux, les personnes à dénoncer le racisme dans toutes les sphères, dans la France entière, qui le font régulièrement. Malheureusement, peu ont accès à la sphère publique et peu ont la possibilité de le faire. Et ça, je trouve que c'est regrettable. Il y a une tribune aussi publiée aujourd'hui dans les colonnes du journal Le Monde, notamment donc portée par ces élus assignés à leur héritage de l'immigration. On va peut-être le voir, voilà. Donc Bali Bagayoko, visé par des propos racistes, contester la légitimité d'un élu ou même d'une personnalité ou d'un journaliste, on pourrait aussi le transposer comme ça, en raison de ses origines, c'est déchirer le pacte républicain. C'est ça le danger aujourd'hui dans notre pays ? Mais tout à fait, il faut quand même rappeler que le premier article de la Constitution rappelle que la France est une république indivisible. Indivisible, ça veut dire qu'en fait, on partage tous le même destin politique et qu'on n'a pas vocation à singulariser certaines personnes parce qu'elles ne sont pas blanches. La France n'a pas de couleur. Être français, ce n'est ni une couleur ni une religion. C'est l'appartenance à une communauté nationale. Et je pense que même les gens qui ne sont pas français ont leur place en France et participent à ce que ce pays est. Et je crois que c'est malheureux de voir que de nombreuses personnes ne sont pas prêtes à accepter la visibilité de personnes qui sont issues de l'immigration postcoloniale, qui sont héritières de l'immigration, mais aussi des Outre-mer. Mais en réalité, elles n'ont pas le choix.
Bali Bagayoko a été élu. C'est le maire le mieux élu des villes. Et le premier tour Premier tour à plus de 50%, donc c'est le seul maire d'une ville de plus de 150 000 habitants qui a été aussi bien élu. Voilà, c'est le premier maire noir d'une ville de cette taille, et c'est comme ça que ça marche en fait, ça avance comme ça, et les gens qu'ils protestent ou non, ils n'ont pas le choix. C'est comme ça qu'est la France et c'est comme ça qu'elle sera. Je voudrais qu'on parle aussi de cet ouvrage que vous adressez aux enfants. Comment parler du racisme aux enfants? Elle est là, la clé. Parler aux enfants de cette question-là et en faire les adultes plus responsables et plus conscients de demain. Je pense que oui, l'éducation, c'est une clé vraiment importante dans le sens où effectivement, on apprend très très peu de choses sur notre histoire coloniale, sur notre histoire de l'esclavage, et qu'en réalité, tous les préjugés racistes qui survivent encore aujourd'hui sont issus de cette histoire-là. Et quand on la connaît pas, en fait, on a du mal à se rendre compte de quelle manière ils sont construits, de quelle manière on peut les déconstruire, voire les détruire. Et je crois que moi, je regrette de ne pas avoir eu à l'école accès à toutes ces connaissances que j'ai eues aujourd'hui de mon propre fait, parce que j'ai fait de belles rencontres. Et je pense que pour les enfants, c'est important de leur montrer que le racisme, ça s'apprend, mais ça peut aussi se désapprendre. Les enfants spontanément ne sont pas racistes. Ils ne voient pas les couleurs de peau comme nous les voyons en tant qu'adultes, et en tout cas, ils ne leur attribuent pas le sens que leur attribuent les racistes. Et je crois que c'est effectivement ce travail-là doit être fait dès l'enfance, et je suis très heureuse d'avoir republié ce livre, parce que je pense que dans le contexte actuel, c'est important que les enfants aient des clés pour comprendre le monde dans lequel ils vivent. Est-ce que c'est un contexte propre à notre pays, la France, ou est-ce que vous feriez un parallèle avec un autre pays que vous connaissez bien, je crois, les États-Unis? C'est pas, malheureusement, c'est pas uniquement lié à la France. On se souvient qu'à l'époque de Barack Obama, quand il a été élu président par 2 fois des États-Unis, il a été exposé au même type d'injures. Il a été qualifié de singe. La première dame des États-Unis, Michelle Obama, également. Il y a eu cette panique identitaire complètement identique, cette peur du grand remplacement. Et malheureusement, les États-Unis sont un pays qui est structurellement raciste, qui a été fondé sur le génocide des populations locales, et aussi la déportation massive d'Africains qui ont été exploités et réduits à l'esclavage. Et donc, oui, le racisme, on le voit explosé partout. On le voit aux États-Unis, on le voit effectivement en Europe, en Hongrie, en Allemagne, où l'extrême droite commence à prendre de la place malgré l'histoire de l'Allemagne, au Japon. En Inde, c'est vraiment une vague une vague réactionnaire, une vague raciste qui est en train de vraiment se déferler sur le monde, et qui malheureusement prend beaucoup d'espace. Comment on la contient? Je pense que la question de l'éducation, la question de la mobilisation, la question vraiment de la connaissance est extrêmement importante. Je pense que ce qui s'est passé par exemple dernièrement, si on prend l'exemple de la Palestine, de ce qui s'est passé en Israël, les gens ne savaient pas vraiment ce qui se passait là-bas, et on voit qu'on a une génération de jeunes personnes qui sont très très éduquées maintenant sur la colonisation de la Palestine, et qui sont beaucoup plus mobilisées que les générations précédentes, parce qu'elles savent. Et je pense que là, je vais citer un rappeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Kerry James, qui dit « Le savoir est une arme », et je crois vraiment que c'est une arme politique très très puissante. Merci beaucoup, Rokhaya Diallo. Merci d'être passé par le plateau de France 24. Merci à vous. Ainsi s'achève cet échange. Restez avec nous sur France 24 pour la suite des programmes.